Bien, donc dans le précédent débat, Ludovic a parlé du mouvement des Gilets jaunes, qui est sans doute effectivement le mouvement social qui a marqué ces derniers mois, qui a suscité énormément d'enthousiasme, d'inquiétude chez les dominants, de manifestations, de débats, etc. Mais ces mois qu'on vient de passer ont aussi montré l'existence ou l'émergence de ce qu'on a appelé sans doute un peu rapidement un mouvement pour le climat ou un mouvement pour la justice climatique. Peut-être quelque chose qu'on a un peu de mal à définir véritablement parce qu'il est varié, mais en tout cas quelque chose qui s'est incarné notamment dans les marches climat qui ont eu lieu à plusieurs reprises depuis le mois de septembre 2018. Des marches climat qui ont été aussi accompagnées ou suivies de grèves dans la jeunesse, en particulier parmi les lycéens. Grèves qui ne sont pas spécifiquement un mouvement français, puisqu'ils sont nés dans les pays d'Europe du Nord et qui ont été massifs en particulier en Belgique, en Allemagne, mais aussi dans d'autres parties du monde. Et mouvement qui, d'un certain point de vue, suscite aussi, à mon sens, beaucoup d'interrogations. Qui sont, comme je l'ai dit, variés, mais qui suscitent beaucoup d'interrogations sur le fait de, finalement, qu'est-ce que ça veut dire de se battre, de lutter pour le climat, pour la justice climatique, pour la préservation de la biodiversité. Est-ce que, d'une part, on peut avoir un espoir de renverser la machine tellement les défis sont énormes en la matière ? Est-ce que c'est un combat, on va dire, environnementaliste où on défend toujours le fait que l'empreinte des sociétés humaines sur la nature soit moins dégradant, ou est-ce que c'est des mouvements qui appellent non pas seulement des réformes ou une gestion autre de l'environnement, mais qui appellent un changement profond de société? C'est bien sûr cette dernière option qui est la préoccupation et le sentiment partagé au sein d'Attac. Et on a voulu donc discuter de ces enjeux-là avec des invités qui sont, on va dire, dans des positions différentes, participant à ce mouvement pour le climat. Donc je vous les présente avant de leur passer la parole. Donc Léna Lazare, qui fait partie d'un collectif parisien, qui existe essentiellement en région parisienne, si je ne dis pas de bêtises, et dont elle dira un peu plus de choses juste après moi, qui s'appelle Désobéissance écolo. Donc dès l'intitulé, il y a un enjeu qui est posé sur comment agir face à la crise écologique. Et puis, donc deux chercheurs et enseignants-chercheurs, donc que je ne dise pas de bêtises sur l'un et l'autre. Donc Guillaume Carbou, qui est enseignant-chercheur en communication, et Jean-Michel Hupp, qui est chercheur, lui, d'abord neurosciences, puis en écologie politique, sachant que l'écologie politique dans l'université n'existe pas vraiment, et qui sont parmi les fondateurs d'un collectif qui s'appelle l'Atelier d'écologie politique, qui est basé à Toulouse, et qui donc développe aussi une pratique militante dans un cadre particulier, qui est celui de l'université du monde de la recherche, mais pas forcément pour faire de la recherche, ou pas seulement, mais pour poser aussi des questions politiques et militantes à travers leur expérience professionnelle. Donc je vous laisse la parole. Donc d'abord à Léna pour, comme tout à l'heure, un quart d'heure, et puis un autre quart d'heure pour les deux autres camarades. Et comme tout à l'heure, vous avez bien sûr l'opportunité en parallèle de poser des questions, donc si possible un peu en amont au cours du débat. Et comme tout à l'heure, on fera une remontée des petits papiers. Et il y a également toujours, de façon complémentaire, la fresque sur laquelle vous pouvez écrire des choses plus longues, des réflexions qui ne sont pas forcément des questions et qu'on abordera dans la dernière partie de l'après-midi. Voilà. Ok, donc je vais vous parler un petit peu d'un collectif qui s'est créé à la rentrée, qui s'appelle Désobéissance écolo Paris. Un collectif de jeunes qui ont aussi beaucoup été investis dans le mouvement de grève. En Ile-de-France, on dit pour l'environnement, mais le nom qui a été médiatisé, c'est pour le climat. Et je vais essayer de faire un rapide historique pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé cette année. Du coup, donc Désobéissance écolo Paris, donc c'est un nom un peu
marrant, mais c'est un collectif qui a été très informel, qui a été créé en septembre avec d'autres amis, puisqu'on est parti du constat que pour la plupart on militait depuis déjà plusieurs années dans des associations écolos, et que c'était très bien ce qu'on faisait, on était investi dans du plaidoyer, de la sensibilisation, mais que c'était pas assez. Et quand on voyait ce qui était proposé en termes de désobéissance civile à côté, bon, concrètement en France il y a surtout ANV COP21, ça nous plaisait pas trop, et on avait envie de quelque chose d'ancré plus au niveau local et peut-être d'un petit peu plus radical. Donc on s'est dit, tous les mardis soirs, on crée un temps d'échange sur ces questions de désobéissance civile et d'écologie radicale, pour commencer à faire des choses différentes et peut-être essayer d'entrer dans un rapport de force à Paris. Bon, concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose avant que le mouvement des Gilets jaunes commence, et que du coup ça commence un petit peu à bouger, et on s'est dit, bon, on va s'investir dans le mouvement des Gilets jaunes, et on va faire en sorte qu'il y ait des cortèges écolos dans les... Bon, on n'y est pas allé à beaucoup, mais on a essayé de participer en tant qu'écolo et de ramener des écolos au samedi des Gilets jaunes. Et aussi, en parallèle, il y a eu les premières marches pour le climat, et on ne se retrouvait pas du tout dans ces marches pour le climat. Et alors, ouais, pourquoi on ne se retrouvait pas dans ces marches ? Parce que malheureusement, elles ont pas été perçues comme quelque chose de très politisé, et refaire des manifestations, alors que ça fait des dizaines d'années que le mouvement écolo en a fait de nombreuses, enfin, même si là ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu d'aussi régulières, on se disait c'est dommage, on pourrait faire des choses un peu différentes. Et donc ça a conduit à un cortège radical, à la marche d'Alternative à DNV, etc., le 8 décembre. Et au début de l'année, donc on a vu les Belges qui descendaient par dizaines de milliers dans les rues pour faire grève pour le climat. Eux, c'était les jeudis, mais c'est un mouvement qui s'appelle Fridays for Future, qu'on a traduit par Vendredi vert plutôt en France. Et nous, voilà, ça faisait longtemps qu'on avait envie de lancer aussi une dynamique peut-être interfac de jeunes au niveau de l'action écologique. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais c'est bon, ok. Et donc, on a lancé une grosse AG sur la question de ces grèves et de comment on avait envie de s'impliquer en tant que jeunes, si on voulait rejoindre ce mouvement de grève et comment. Et donc, c'était le 8 février, et puis ça a été un grand succès cette AG. On a rempli un grand amphithéâtre à Jussieu, on était 400, c'était super chouette. Et on s'est dit, dès la semaine prochaine, on commence à faire grève, on fait grève tous les vendredis. Et il nous faut un temps pour nous rassembler, donc on fera des rassemblements ou des marches. Mais il faut aussi entrer dans un rapport de force. Et puis en plus, depuis le début de l'année, il y a Extinction Rebellion qui avait commencé à faire parler d'eux en Angleterre. Donc on s'est dit, tous les matins, on va faire une action de désobéissance civile en lien avec une revendication, des revendications qu'on a publiées sous forme de leçons au gouvernement toutes les semaines sur Reporter. Et ce qui était super chouette, c'est que dès le début, même s'il y avait des lycéens et des étudiants un peu sans doute de tous bords, bon, même si probablement déjà intéressés par l'écologie en AG, on s'est très rapidement mis d'accord sur quelques positionnements. Déjà qu'il fallait vraiment sortir, bon, ça peut paraître tout bête, mais de l'écologie des petits gestes, de la consommation individuelle, que du coup, dire que l'opposition écolo-gilets jaunes, c'était clairement n'importe quoi, et qu'on soutenait les gilets jaunes. On avait un slogan dès le début, bon, on n'a pas trop entendu parler, mais c'était vendredi vert, samedi jaune. Dire, bon, ok, on fait grève le vendredi, mais on n'oublie pas qu'il y a les gilets jaunes à côté, et on continue à participer, parce que de toute façon, c'est un mouvement qui va dans le même sens que le nôtre. Et donc oui, comme on était contre l'écologie comme on disait que l'écologie des petits gestes ça suffisait pas, et même que ça pouvait être un piège, clairement on a dès le début affiché le fait qu'on était anticapitaliste et que c'était un système économique qu'il fallait changer. Également par rapport à d'autres pays qui orientent vraiment leur mobilisation comme une demande au gouvernement. Dès le début avec la désobéissance civile, on s'est dit on veut pas être complètement dans la demande, on veut
bien entendu, c'est terrible que le gouvernement fasse rien et qu'il faut qu'ils agissent. Mais nous, à côté, on ne va pas juste dire il faudrait que vous fassiez ça. On va commencer à construire quelque chose nous-mêmes. Et au final, là, il ne s'est pas encore passé grand-chose à ce niveau-là, mais il y a une réelle volonté de changer nos lieux de vie, de s'investir dans la construction d'une nouvelle société à côté, et avec la désobéissance civile, attaquer directement le système également. Donc voilà, on a fait grève pendant 8 semaines hebdomadaires. Et au niveau de la désobéissance civile, on a surtout fait des blocages, donc de lieux publics ou privés. Notre plus gros blocage, c'était un petit peu en avant la République des pollueurs. On a bloqué la Société Générale toute une matinée avec 150 jeunes. Donc le siège de la Société Générale à la Défense, c'est 3 énormes tours. C'était vraiment impressionnant de bloquer ça. Et c'était une semaine où on avait pointé... on avait une revendication donc, clairement anticapitaliste. On expliquait les liens entre capitalisme et crise écologique. Que dire Oui. Et concernant notre rapport par rapport aux politiques, c'est vrai qu'il est assez différent que dans le reste du monde parce que depuis le début, il y a eu des tentatives de récupération. On a été invité 2 fois au ministère de la Transition écologique. On a été invité une fois à l'Élysée. Et à chaque fois, on a dit, en fait, vous savez ce qu'il faut faire. On publie des textes. Et on sait clairement que c'est plutôt une tentative de greenwashing. Donc, en fait, on viendra discuter avec vous qu'une fois que vous aurez mis des choses sur la table. Et on n'est pas allé au rendez-vous au ministère de la Transition écologique. Après, à l'Élysée, on a beaucoup hésité. Et comme il y avait la représentante suédoise Greta Thunberg et des Belges, on s'est dit que c'était dommage de ne pas y aller, mais on n'est resté que 10 minutes. Et... Et on a lu notre ultimatum à Macron en disant que sa politique, de toute façon, était anti-écologique de A à Z et que la jeunesse, de toute façon, ne voyait clair dans son jeu et que c'était pas possible de continuer comme ça et que nous, on resterait pas plus longtemps que ces 10 minutes parce que les réunions en huis clos où on n'accepte qu'un jeune pour représenter tous les jeunes français en grève, c'était aussi un petit peu n'importe quoi. Après ces 8 semaines, le mouvement il s'est un petit peu... il y a les partiels qui sont arrivés, la préparation du bac, on était épuisés. On n'a pas continué à faire la grève tous les vendredis. Il y a une grosse date du 24 mai, quelques petites actions par-ci par-là. Mais on a aussi pris beaucoup de temps pour réfléchir comment est-ce qu'on peut faire tenir un mouvement dans la durée et créer quelque chose vraiment d'intéressant. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va se concentrer sur la création de comités locaux dans les collèges, les lycées et les facs. Dans les facs, il y a pas mal d'associations étudiantes écolo déjà. Pour vraiment se retrouver, créer des petits groupes affinitaires. Et pour septembre, parce que le 24 mai, ça a encore été une marche, mais pour septembre, début octobre, parce qu'il y a 2 dates internationales de grève. Donc le 20 septembre, c'est encore une date qui a été posée au niveau international de grève des jeunes. Et le 27 septembre, c'est censé être une journée de grève générale. Je ne sais pas si les écolos peuvent vraiment mobiliser pour une grève générale, mais bon, on va essayer. Et début octobre, c'est la semaine de rébellion française d'Extinction Rebellion. Donc ils comptent faire la même chose qu'à Londres, où ils ont bloqué pendant 5 jours... pas mal de choses dans la ville, donc les transports en commun, des axes routiers, et ils ont fait perdre... ça a eu quand même un impact assez important sur l'économie. Il va se passer la même chose en France à partir du 7 octobre, je crois. Ouais. Donc là, le but, ça va vraiment être d'accompagner, d'aller vers cette semaine de rébellion et de vraiment changer de mode d'action. Donc on se creuse la tête avec les grosses assos écolos pour voir ce qu'on fait. Ouais, j'espère vraiment qu'on va réellement commencer à entrer dans un rapport de force, puisque pour l'instant, ça a quand même été assez faible cette année. Et on n'a pas été capable aussi de formuler un plaidoyer bien précis, et on ne sait pas encore si c'est à nous de le faire aussi, donc il y a pas mal d'interrogations à ce niveau-là. Et ouais, je crois que j'y suis presque, je ne sais pas trop ce que je peux ajouter. Ah oui, il y a une occupation le 28 juin, pour finir l'année. On va essayer d'occuper un lieu politique vu la répression. Et ce sera notre dernière action de l'année scolaire. Voilà.
Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, effectivement, déjà merci pour l'invitation de la part d'Attac. Nous sommes là avec Jean-Michel pour représenter un autre type de mouvement climatique qui est l'atelier toulousain d'écologie politique, donc l'ATECOPOL. L'ATECOPOL, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif, alors j'ai des images, voilà, c'est très lisible. Un collectif de chercheurs et de chercheuses, plus généralement de personnel de la recherche de l'université toulousaine. Donc il y a des gens issus de toutes disciplines, des historiens, des sociologues, des astrophysiciens, des urbanistes, des designers, etc., qui travaillent sur les questions climatiques, mais pas forcément, et qui se réunissent notamment autour d'un manifeste qu'on a rédigé et dans lequel il suffit de se reconnaître pour intégrer la Técopole. Et ce manifeste, il présente globalement 4 grands constats. Le premier grand constat, c'est celui de la dégradation toujours plus grande des différents indicateurs qui montrent un petit peu l'ampleur des changements climatiques, mais également toutes les dégradations environnementales comme l'érosion de la biodiversité, le problème des cycles du carbone, etc. Un deuxième constat qui est le constat du très faible taux de pénétration à la fois des discours scientifiques sur le sujet et des discours sur les causes systémiques que tu as évoquées tout à l'heure, à savoir les facteurs politiques, économiques, sociaux, philosophiques même, qui sont qui sont une des causes ou les causes de ces changements climatiques. Donc ça, on trouve qu'il y a une assez forte, une assez faible pénétration dans l'espace public médiatique et l'espace public politique de ces discours que entre universitaires on porte. Ensuite, le troisième constat, mais qui est corrélatif, c'est le peu d'action politique en lien avec ces constats-là. Et le quatrième constat, qui est un constat plus réflexif, plus centré sur notre activité spécifique de scientifique et d'universitaire, c'est on se dit que alors que nous-mêmes qui sommes aux premières loges pour observer, documenter, décrire, expliquer l'ensemble des processus qui mènent à la crise écologique, finalement, nous-mêmes, dans nos institutions de recherche, on adopte assez peu des comportements. Alors, les comportements éco-responsables, c'est un petit peu réducteur, mais disons qu'on ne remet pas forcément en cause notre manière de prendre l'avion pour aller faire des conférences internationales autour du monde sur le changement climatique. Ça, c'est peut-être un niveau individuel, mais même à un niveau plus collectif. On interpelle assez peu nos institutions de recherche sur une structure qui pousse justement à cette circulation en avion. Par exemple, les modes de financement de la recherche ou les modes d'attribution de projets, on valorise les compétences internationales, donc la circulation un peu à tout va. À un niveau un peu plus gênant encore, on ne se questionne pas trop dans le milieu de la recherche sur à quoi servent nos recherches. Donc les questions qu'on peut se poser au sein de la Técopole, c'est est-ce qu'il faut qu'on continue, nous, à travailler sur des technologies, par exemple, dont on sait pertinemment, d'une part, qu'elles ne régleront pas les problèmes du changement climatique, voire même qu'elles peuvent les aggraver, comme par exemple la voiture autonome, la conquête spatiale, la reconnaissance faciale. Même au niveau de la formation, on peut se demander est-ce qu'on doit continuer à former des publicitaires. Voilà, c'est des questions qui vraiment essayent de remettre en cause de manière profonde nos pratiques d'enseignement et de recherche. Donc l'ensemble de ces constats nous amène à prendre une position d'écologie politique. Alors, écologie politique pour 2 raisons. D'une part, parce que comme je l'ai dit, on considère qu'il ne s'agit pas, comme c'était annoncé en début de présentation, de rester sur une question uniquement environnementaliste qui considérerait que les problèmes, c'est des problèmes d'émissions de gaz à effet de serre ou de taux de dégradation de la biodiversité, mais que c'est des problèmes vraiment systémiques en lien avec notre système social et économique général. Et d'autre part, c'est de l'écologie politique parce qu'on considère que notre statut de chercheur et nos connaissances scientifiques nous engagent dans une sorte de posture éthique à participer aux débats sociaux, donc dans une forme d'interface entre le monde de la recherche et les mouvements sociaux, donc d'apporter ce que nous, on peut apporter. Donc pour rebondir sur ce que disait Ludo tout à l'heure, c'est pas en venant apporter à des mouvements comme les mouvements des jeunes pour le climat ou les mouvements des gilets jaunes, pas en essayant d'apporter une parole surplombante
flambantes, mais à venir avec nous, ce qu'on peut apporter, avec notre spécificité parmi d'autres, nos compétences parmi d'autres, le type de regard qu'on peut apporter sur le militantisme climatique et sur la question écologique en général. Voilà, je vais te laisser la parole. Je ne sais plus ce que je voulais ajouter, je ne sais plus, mais tu vas compléter. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, on est venu à plusieurs pour bien illustrer qu'on est un collectif. Et ça, c'est très important dans notre mouvement parce qu'on ne pense pas qu'un seul chercheur ou une chercheuse puisse avoir une parole. Alors, pour illustrer un peu ce qu'on fait, juste pour vous mettre le cadre, écologie politique, donc les questions d'écologie, là, je vous ai mis quelques graphes du dernier rapport 1.5 du GIEC, donc des courbes, j'espère, très familières. Donc à gauche, là, vous avez la courbe d'augmentation de température. Là de plus 1 degré depuis l'âge pré-industriel. Et ça, ce sont les marges d'erreur des différents scénarios, là en couleur, où on voudrait rester à 1,5 degré. Pourquoi 1,5 degré ? Puisque quand on regarde dans les détails, c'est pour limiter l'ampleur des dégâts. Ce qui est très clair dans ce rapport, c'est quel scénario pour arriver à maintenir 1,5 degré au cours du siècle. Quand on regarde les émissions de CO2, donc un des indicateurs principaux responsables de ce qui se passe, ici c'est la courbe depuis les années 60 qui monte de CO2, donc qui est la cause directe des augmentations de température, et le seul scénario qui n'implique pas des technologies de capture de carbone qui n'existent pas encore au niveau à grande échelle, c'est un scénario où d'ici 2050, alors plus ou moins rapidement, ici il y a deux types de scénarios, on devrait arriver à 0 émission de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est qu'est-ce que nous dit la science. Donc le rapport d'écologie politique, c'est la science nous dit quelque chose, c'est si on veut arriver à ça, il faut changer entièrement notre système de production économique. Donc cette courbe, elle est extrêmement forte. Pour moi, elle est vraiment très parlante. Donc, juste pour dire comment on fait ça, là on parle de réchauffement climatique. Le contexte écologique, c'est pas seulement le réchauffement climatique. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce graphe qui est assez connu de 2015 par Stéphane et collaborateurs. C'est un cadre conceptuel qui s'appelle les Planet Boundaries, les limites de la planète, qui a essayé de formaliser un peu quels sont des indicateurs du système, donc l'écosystème Terre, et dans quel domaine ça peut dépasser, ça peut être particulièrement grave. Et le plus connu, c'est dans la biodiversité. Et donc c'est renforcé par le rapport de l'IPBES en 2019, c'est entendu, la 6e extinction qui est majeure, et là que dans l'évaluation qu'ils ont fait, on est déjà dans le rouge, c'est-à-dire qu'on passe dans un autre cadre de système. Et c'est pas le seul, il y a tout un tas d'indicateurs. Et vous voyez que le réchauffement climatique, en fait, je ne sais plus où il est quelque part... voilà, il n'est pas encore dans le rouge, mais bien sûr, on y va. On n'a pas encore complètement basculé de système climatique, mais on va dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que tout ça est lié et que pour jouer, par exemple, entre biodiversité et réchauffement climatique, pour sauver la biodiversité, il y a l'usage des terres. Si, par exemple, on veut utiliser des terres pour mettre des éoliennes, etc., pour l'agriculture, tout ça est lié. Donc, on ne peut pas juste prendre une seule dimension, mais il faut regarder toutes ces dimensions. Et je voudrais ajouter qu'ici, c'est la perspective écologique, mais on pourrait presque rajouter qu'il y a peut-être d'autres indicateurs qui ne sont pas pris. Et là, j'ai juste mis, par exemple, les inégalités, qu'on pourrait dire. Est-ce que quand on passe un certain niveau d'inégalité, est-ce que notre système social ne devient pas complètement en crise ? Et pour continuer donc, ce côté, justement, de passer de l'observation écologique à l'action politique, ce que ça implique, changement de système, les inégalités. Je vais repasser la parole à Guillaume qui va nous parler de l'ensemble, en fait, de ce que ça veut dire en l'ensemble socio-économique et aussi nous ouvrir des perspectives enthousiasmantes. Guillaume, on va essayer. Je ne garantis pas d'arriver jusque-là. Juste une chose je me rends compte, j'ai oublié de dire dans la présentation de la Técopole, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement. Après, je reviendrai sur la question de la multimodalité de la crise écologique, mais la Técopole, c'est une matrice générale à partir de laquelle on a plusieurs types d'actions. On a des actions qui sont tournées vers le milieu de la recherche. On essaie d'interpeller nos collègues, nos instances pour réfléchir ensemble sur notre rôle dans le changement climatique. Donc ça peut être soit interpeller les instances pour réaliser des bilans carbone, pour mettre en question, pour signer des chartes sur les bonnes pratiques au sein de la recherche par rapport au changement climatique. Ensuite, on a une activité de réaction de tribune. Là, c'est plutôt un dialogue ou en tout cas des propositions vers l'espace public médiatique. Donc, on essaie de rédiger des tribunes dans les médias grand public en essayant de porter les
les messages qu'on souhaite porter. Que fait-on de plus? On répond à des sollicitations pour essayer de venir discuter, comme ici, avec d'autres mouvements, d'autres organisations, comme les Jeunes pour le climat, comme les regroupements de Gilets jaunes. On fait d'autres choses, mais ça me reviendra. Mais comme on a un fonctionnement très horizontal, chacun propose et fait des choses, donc on n'a pas toujours une très bonne vision sur ce que fait tout le monde, même si on le fait quand même de manière très collective. Donc pour revenir sur ce que tu disais, à savoir l'importance de prendre en compte la multimodalité de la crise écologique, c'est qu'il y a quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur au sein d'Atecopol, c'est de toujours insister sur le fait que donc cette crise écologique n'est pas simplement environnementale, mais bien se déroule à plusieurs échelles pour deux raisons. D'une part parce que, comme on l'a dit, les dégradations environnementales sont la cause d'un ensemble de processus sociaux, politiques, économiques, philosophiques, mais parce que ces mêmes processus mais aussi parce que ces mêmes processus philosophiques, économiques, techniques, sont aussi la cause de tout un ensemble de dégradations de la qualité de vie générale des individus. Donc là, on renvoie aux critiques que vous connaissez bien des systèmes productivistes, néolibéraux, capitalistes. Donc la désignation varie, mais les systèmes sont les mêmes. On critique la mise en concurrence généralisée, la compétitivité à tout crin, l'internationalisation de cette concurrence. On critique la gestion technocratique qui veut gérer les choses à partir d'indicateurs chiffrés, à partir de process reproductibles, à partir de normes toujours qui prolifèrent. On critique la colonisation des imaginaires par la publicité, je disais tout à l'heure, mais en tout cas par une philosophie de l'excès, du toujours plus, de la recherche, de toujours plus de marchandises, de toujours plus de richesses matérielles, de toujours plus de gloire. Voilà, donc on appelle à l'inverse vers une éthique plus de la modération et de la sagesse, et voilà, on essaie de se positionner comme ça. Donc l'ensemble de ces processus-là, ils participent à la dégradation environnementale et à la dégradation de la qualité de vie des humains dans leur milieu. Donc c'est un petit peu ça le pari de l'écologie politique et qui est celui qu'on porte, c'est que lutter contre tous ces processus-là, de quelque part de déshumanisation, c'est aussi lutter contre les changements climatiques et c'est lutter pour la qualité de vie. Et c'est pour ça que c'est quelque part enthousiasmant, parce qu'ainsi ce qu'on propose en écologie politique, c'est pas soit une austérité horriblement castratrice, ni une dictature écologique également très limitatrice, mais au contraire, c'est des façons d'inventer des sociétés plus solidaires, plus créatrices, qui rendent l'autonomie, qui rendent la possession, par exemple, de l'autonomie politique aux individus, comme ça a été très bien dit précédemment, parce que concrètement, c'est ça qui fait souffrir. On le voit dans le mouvement des Gilets jaunes, une des souffrances terribles, c'est le manque d'accès à l'autonomie politique de tout un ensemble de la population. Et c'est ce même système-là qui crée aussi des déséquilibres écologiques. Voilà. Et donc sur les types d'actions, je pense que tu as des choses à dire. Si j'ai encore quelques minutes, et c'est le dernier point qu'on veut illustrer justement, je pense qui fait écho à la précédente présentation sur la dépolitisation, et on a aussi ce problème de dépolitisation dans nos sciences. Alors oui, c'était juste, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est là. Notre atelier, il est vraiment pour proposer, pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors j'avais mis quand même quelque chose de très important, c'est qu'actuellement, cette année, je pense qu'il y a vraiment un momentum. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, il y a des changements de mentalité. Et juste pour l'illustrer, on a lancé ce mouvement à partir de ce manifeste à 2-3 en septembre-octobre dernier. On est plus de 70. Et c'est purement local à Toulouse. Et en fait, on rencontre beaucoup de chercheurs qui acceptent de briser en fait ce tabou et de dire oui, en fait, voilà la tour d'ivoire, le chercheur ne doit pas exprimer ses positions en public, etc. On dit non, notre responsabilité de chercheur, c'est d'agir et de façon politique. Alors, juste... voilà, alliance, multiplicité nécessaire de type d'action. Alors notre rôle en tant que scientifique, pendant très longtemps, c'est donc discours de vérité. Donc ça, le discours de vérité, ça inclut le capitalisme n'est pas compatible avec ce qu'on doit faire. Usage de notre privilège, bah oui, on est privilégié. Et aussi, aider à découvrir des possibles. Juste, je voulais dire, le scientifique, pendant longtemps, c'était sonner l'alarme. Sonner l'alarme ne suffit pas. Et je mis l'échec du GIEC. L'échec du GIEC, c'est pas moi qui le dis, c'est par exemple, ce sont de plus en plus de chercheurs qui ont participé, qui ont donné des dizaines d'années de leur vie, qui sont investis dedans et qui disent ça n'a pas marché. Et je donne l'exemple de Tom Pedersen, j'étais à une conférence qu'il a faite à Barcelone il y a un mois, ancien directeur, quelqu'un qui a eu des responsabilités très impliquées dans les sciences du climat, et
il disait, voilà, l'alarme, elle a été donnée depuis plus de 40 ans. Il citait un article dans Science de 1975, le premier où on parle de global warming. Et en fait, voilà, c'était dans les années 70, on connaissait l'alarme. Évidemment, on n'avait pas tous les détails et le travail était nécessaire pour savoir ça, mais on le savait et on n'a rien fait. Alors lui, il se pose la question, pourquoi ça n'a pas marché? Alors il se dit, le message a échoué parce que peut-être les projections à 2100 sont inopérantes. On dit, oh bon, 2100, on a le temps de faire. Et aussi peut-être parce que c'était un message négatif, un message qui faisait peur. Donc lui, il propose, ce chercheur, il va dire, on va faire un message positif, peut-être pour changer les choses. Donc il propose follow the money. Il faut suivre l'argent. Et donc il a un message, il était dans un institut de sciences environnementales à Barcelone. Et donc il disait, c'est génial, en fait, quand vous allez voir les entreprises, ils ont compris le message et ils sont en train de passer aux énergies vertes, aux énergies propres. Et ils vont grâce à la technologie et la transition énergétique, on va tout, ça va marcher. Donc c'est génial. Donc ça, voilà, il faut discours positif. Si on regarde ce qui se passe au niveau du CNRS, j'ai pris ça, c'est dans le dernier journal du CNRS Hebdo, vous avez l'ingénierie se met au vert, 1400 chercheurs préparent les nouvelles technologies de l'énergie. Donc c'est là que se mobilise la communauté majoritaire des chercheurs. Alors tout ça c'est très bien, mais je pense que vous êtes un public averti et vous savez que ça ne va pas marcher très très rapidement, ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas d'énergie propre, parce qu'il y a les effets rebonds. Les transitions énergétiques, ça n'existe pas. Des historiens comme Jean-Baptiste Fressos nous expliquent très bien que les énergies, c'est des histoires d'addition. Donc quand on a de nouvelles énergies, donc en fait, toutes ces solutions technologiques, elles pourraient être bien, mais il faut commencer par être dans une société décroissante, non capitaliste, et après on peut faire quelque chose. Juste dire peut-être alors, quel rôle pour les scientifiques? Ça peut être des propositions politiques. Donc ça, c'est à Barcelone aussi. Donc là, c'est d'autres personnes comme Jorge Scalise qui, en 2014, ont fait des propositions pour le parti travailliste espagnol. 10 propositions pour prospérer sans croissance. Donc ça, voilà, ça, c'est des choses. Essayer de porter un message de décroissance joyeuse au niveau du politique. Juste pour nous, voilà, je finis pour conclure, où on en est actuellement. Donc on est un atelier, donc on cherche comment fonctionner. Un peu ce qui nous meut, si je peux dire, c'était, voilà, dans notre manifeste, on a repris ça, c'était de sciences citoyennes, c'est la responsabilité des chercheurs et proportion de leur savoir. Donc ça, on le prend vraiment comme, voilà, savoir et ne pas agir, ce n'est pas vraiment savoir, hein, pour reprendre une proposition de Bruno Latour qui prenait de la Hao-Tse. Donc voilà, notre savoir nous engage à agir. Et surtout, nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité au nom de son impuissance s'il n'a fait l'effort de s'unir à d'autres. Donc c'est ce qu'on fait entre nous, et pour l'instant ça marche très bien. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les jeunes qui nous sollicitent à Toulouse et en venant ici. Donc merci beaucoup de nous avoir accueillis. Bien, merci beaucoup. Donc on a en gros une vingtaine de minutes, grand max, pour quelques questions. Alors j'ai essayé de distinguer les questions qui sont plutôt pour vous deux, les questions qui sont plutôt pour Léna et les questions qui sont plutôt pour tout le monde. Donc il y a déjà... je vais commencer par vous deux, voilà, pour des questions assez, on va dire, un peu sur les rapports à la science. Alors, il y a deux questions qui vont dans le même sens. Est-ce que vous avez des liens avec les gens qui travaillent ou les spécialistes, entre guillemets, je pense que les guillemets sont importants, de la collapsologie? Donc, est-ce qu'il y a des liens, des débats avec eux, des échanges de nature scientifique et intellectuelle? Ensuite, sur la question de l'eau, est-ce que la problématique de l'eau est centrale dans votre approche? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans vos propos? Et troisième type de question, vous évoquez des modèles qui ne sont ni des dictatures écologiques, ni des modèles destructeurs actuels. Est-ce que vous avez des publications sur quelles propositions faire, justement, qui soient ni des dictatures vertes, ni du libéralisme destructeur? Bon, je vais répondre très rapidement. Lien avec la collapsologie, pas plus que ça pour l'instant. Voilà. On n'a pas eu l'occasion, sachant que ça dépend de qui nous rejoint, puisque c'est libre. Et il n'y a pas eu vraiment de débat encore. Sur l'eau, c'est pareil, oui, c'est dans les questions centrales, mais nous, notre message, il est beaucoup plus à partager l'ensemble de nos savoirs entre nous. Donc, on n'a pas eu encore spécialement de séminaires. Voilà, on a organisé 4 séminaires dans l'année. Ça, c'est aussi quelque chose qui était important pour essayer de partager de façon pluridisciplinaire les savoirs entre nous.
Donc ça, c'est des questions qui, a priori, tout est central. La troisième qui me parle le plus, mais que j'ai oublié, c'était sur... C'est sur, en gros, est-ce que... Oui, les modèles. Voilà. Alors là, très clairement, c'est l'occasion de rappeler, on est absolument contre une position du scientifique en surplomb qui va dire qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, une partie du problème dans ce qu'évoquait Guillaume, une partie du problème, on est dans une critique du modèle, du scientisme, d'une partie de l'ambition humaniste que voilà, les chercheurs ils savent tout ce qu'il faut faire. Donc nous, on est beaucoup plus modeste. Et donc notre motto, c'est le partage des savoirs, non seulement entre nous, mais avec la société, pour justement mettre à sa disposition, pour essayer qu'il y ait un vrai mouvement démocratique d'élaboration de vers quel nouveau modèle on va inventer. Et à la limite, ce qui nous inspirerait, ça peut être le mouvement zapatiste, qui essayait de construire les solutions en chemin. Donc ça, ce serait plutôt notre façon d'agir. Et on veut dénoncer les fausses solutions, ça c'est très clair. Donc tout ce qui est capitalisme vert, etc. Parce que c'est juste objectif, quoi. On sait que ça ne peut pas marcher. Mais voilà, on est beaucoup plus... Et puis sinon, des pistes, oui, il y en a quand même là. À Barcelone, le groupe, si vous regardez le groupe Recherche et Décroissance, Research et Growth, moi j'ai eu la chance de faire un master là-bas à Barcelone, c'est pour ça que j'y étais. Donc là, dans les mouvements de la décroissance, il y a des recherches, des propositions qui ne sont jamais des solutions fixes, mais des pistes qui sont extrêmement riches. Et sinon... tu parlais d'Alternativa, tu disais de construire d'autres choses. Voilà, les solutions, dans ces mouvements-là, elles sont, moi je le vois à Alternativa, quand on me dit où sont les solutions, allez dans un village des alternatives, Alternativa, et là vous verrez plein de solutions, comment inventer une société joyeuse et sobre. Alors, deux questions il y en a qui ont triché, qui ont mis 4 questions sur un seul papier, donc plutôt pour Léna. Alors, comment se déroulent les discussions entre vous? Est-ce que l'anticapitalisme est revendiqué par tous les jeunes? Comment réagissent les profs? Quel lien avec les collèges et les lycées des quartiers populaires? Ça, c'est un gros paquet cadeau. Donc déjà, tu peux peut-être commencer par ça, il y en aurait une autre après. Alors, je te redis, comment se déroulent les discussions entre vous? Et peut-être plus généralement, au-delà de ça, les modes d'organisation collectif dans vos organisations. On a fait très régulièrement de grosses AG ouvertes à tous dans des universités. Et notre but, c'est que toutes les décisions importantes soient prises en AG. Et ensuite, il y a des petits groupes thématiques qui se construisent et qui travaillent plus spécifiquement, je sais pas, sur la logistique des marches, sur les plus restreints, c'est sur les actions de désobéissance civile, parce que forcément, pour des raisons de confidentialité, malheureusement, on ne peut pas organiser ça à 50. Voilà, il y a un petit groupe communication, il y a un petit groupe presse. Enfin, pour la presse, on a fait très attention dès le début, ou pour les interventions comme aujourd'hui. Enfin, après, là, c'est vrai que ça passe par Désobéissance Écolo Paris, donc c'est un peu différent. Mais dès qu'on a une demande de presse ou d'intervention quelque part, on réfléchit tous ensemble à qui devrait y aller, en faisant très attention à ce que la parole des plus jeunes, la parole des femmes, la parole des personnes racisées, soit possible, qu'il y ait vraiment que les personnes qui osent peut-être moins se mettre en valeur, pas question de se mettre forcément en valeur, mais désolée, je réponds pas clairement, mais vous avez compris. On n'hésite pas à pousser pour que certaines personnes le fassent, et du coup on tourne et il n'y a pas de figure du mouvement, et ça c'est vraiment très chouette. Il y a des assises au niveau national, et là on a fait le choix, on va essayer de faire une assemblée de délégués tournants, un petit peu comme chez les Gilets jaunes. Donc le nombre de délégués est proportionnel au nombre de jeunes qui vivent dans le département. Et le but ce serait de prendre des décisions pour le national, mais on ne sait pas à quel point on veut des décisions nationales pour le moment, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, on essaie d'être le plus horizontaux possible. Du coup. Alors, donc, 3 autres questions. Est-ce que l'anticapitalisme est revendiqué par tous les jeunes? Donc ça, ouais, rapidement. Au niveau national, je pense pas... non, pas forcément. Après, on est dans un mouvement où il y a beaucoup de personnes très jeunes qui sont pas forcément politisées. Et là, c'est là où ça devient un peu, des fois, plus compliqué d'avoir certaines discussions, parce que il
il faut prendre vraiment un temps pour échanger nos savoirs. Puis il y a des personnes qui sont hyper calées en écologie, moi en politique, etc. Et on avance tous ensemble. À Paris, l'anticapitalisme, c'est venu assez rapidement. J'ai l'impression qu'il y a un consensus un peu quand même au niveau national là-dessus. Mais tous les groupes locaux sont pas forcément cette position-là. Les groupes locaux sont souverains. On est un peu comme Extinction Rebellion. Il n'y a pas de ligne nationale. Alors, ensuite, sur les publics et les réactions des uns et des autres, donc d'une part, quel lien avec les collèges et lycées des quartiers populaires, et d'autre part, comment réagissent les professeurs? Alors, c'est vrai que pour les établissements des quartiers populaires, on s'est posé plusieurs fois la question, est-ce qu'on délocalise les AG, etc. Après, c'est vrai que si on fait des AG en banlieue, le problème, c'est ceux qui viennent de la banlieue opposée, c'est 2 fois plus long en fait, de venir aussi. Donc Paris, ça reste le plus central et le plus pratique. On s'est posé beaucoup de questions là-dessus. On ne sait pas comment être plus inclusif vis-à-vis des quartiers populaires. C'est quand même assez compliqué. J'avais discuté avec des gens qui m'avaient dit c'est compliqué de dire à des jeunes des quartiers populaires qui ont peut-être tendance à être plus absents en cours de faire grève pour l'écologie en plus, alors qu'on les encourage à justement essayer d'aller à l'école. Enfin, il y a plein de questions comme ça. On essaie vraiment d'être vigilant et d'être inclusif. Après, je sais que c'est clairement pas suffisant. Et voilà, il y a une caisse de grève pour payer les transports de ceux qui viennent un peu plus loin et tout, mais je sais pas, s'il y a des gens qui ont des solutions et qui viennent en discuter avec moi après, c'est vraiment une question. Enfin, et alors, plus généralement, sur la question du monde dans les établissements scolaires, on a vu qu'effectivement, on a parlé de la répression avant. La répression, elle s'opère aussi dans des institutions comme l'école. Du coup, est-ce qu'il est facile, quand on est un jeune lycéen ou étudiant, de se mobiliser sur ces questions-là, ou est-ce que, là encore, le verrou de l'institution pèse sur vos mobilisations? Ouais, et ultra rapidement, pour les profs, il y a un collectif maintenant d'enseignants pour le climat qui organisent des choses. Et ça dépend des lycées. Il y a des jeunes, on a dû leur faire des papiers pour essayer d'excuser leurs absences. Mais il y a forcément, dans Paris Intramuros, il y a des lycées et des collèges un peu plus conservateurs. Enfin, j'ai l'impression. Mais globalement, ça va. Et pour la répression, ça nous touche aussi. Après, pour l'instant, la désobéissance civile... bon, globalement, quand on est beaucoup et que c'est à peu près cadré, ça passe. Après, il y a quand même 4 jeunes qui ont passé 30 heures au commissariat pour quelque chose de complètement aberrant. C'est qu'il y avait Blanquer et de Rugy qui allaient voir des jeunes dans un lycée à Vanves pour parler d'écologie avec eux. C'était des élus CVL, enfin encore un truc pas très clair. Et du coup, ces jeunes ont voulu aller à leur rencontre. Et parce que typiquement, s'ils veulent discuter avec les jeunes en grève, on peut organiser des temps, mais on fait pas ça comme ça. Et puis de toute manière, on savait que ça allait déboucher à pas grand-chose ces discussions. Et avant que les ministres arrivent, il y a des flics qui ont débarqué et du coup qui les ont emmenés au commissariat. Donc voilà, c'est 30 heures passées au commissariat qui ont quand même fini par un passage au tribunal de Nanterre. Bon, ils ont rien eu, ils ont juste eu un rappel à la loi, mais c'était pour délit de regroupement. Enfin, voilà, 2 lycéens, 2 étudiants, hein, c'est quand même terrible. Donc heureusement, pour l'instant, pas trop de violences policières, mais bon, peut-être qu'en septembre, quand on va commencer à s'énerver un peu, ce sera terrible. Et on a eu beaucoup de soucis avec la préfecture quand même. Il y a eu un grand débat sur est-ce qu'on déclare ou pas les manifs. Là, la dernière manifestation, si on a eu autant de soucis, c'est que... C'était très compliqué de faire accepter nos trajets par la préfecture, qui n'hésite pas à mettre la pression pour qu'on fasse les trucs les plus bateaux possibles. Enfin, on a fait Opéra République, ça nous enchantait pas du tout. Voilà. Ok, on va peut-être essayer de passer à quelques questions transversales, même si on n'a plus beaucoup de temps. Alors sur les modes d'action, mais tu peux garder le micro, Léna, je pense sur donc l'absence de réaction des dirigeants face aux grèves et aux manifestations amène à envisager de nouveaux modes d'action. Faut-il y compris envisager des actions de sabotage matériel ou d'autres actions radicales? Alors bon, en 1 minute, pas plus. Allez-y. Désolée d'avoir un peu pris du temps.
Du coup, le sabotage, il y a pas mal de jeunes qui pensent être prêts à aller jusque-là, si c'est... clairement, là, plutôt, on a envie de suivre le mouvement Extinction Rebellion et de continuer un petit peu pour l'instant dans la... avec des blocages et plutôt avoir un impact sur l'économie à ce niveau-là. Je suis pas sûre que pour l'instant ce soit une bonne idée de passer directement au sabotage, mais j'imagine que ça viendra. Alors, ça peut être en lien. Est-ce que le mouvement pour le climat peut permettre de repolitiser des personnes qui ne s'engageaient plus jusqu'ici ? Mais sur ce sujet, il me semble qu'effectivement, c'est tout l'enjeu du militantisme climatique aujourd'hui. Je crois que, comme tu as dit, il y a quelque chose qui mobilisait, c'était l'anticapitalisme, mais on n'est pas sûr parce que les gens ne sont pas politisés. La question climatique, ça peut être une entrée dans un questionnement systémique, radicalement politique, beaucoup plus profond, parce que pour tout un ensemble de raisons, peut-être que ça répond à des... ça touche immédiatement les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES sur la biodiversité, et puis de voir des gens se mobiliser, des jeunes se mobiliser, de voir présenter les générations futures comme un acteur pour lequel on se bat. Ça fait partie de choses qui peuvent mobiliser les gens, et sauf que si on se mobilise autour du climat, et dès qu'on s'arrête un peu et qu'on réfléchit, on se rend bien compte qu'on est obligé de déconstruire tout un ensemble d'éléments et qui ont du coup la vertu c'est le principe de la politisation. Et donc peut-être que justement, comme une des questions, la construction d'alternatives semble très absente dans les problématiques climat actuelles. Est-ce que les expériences des ZAD, des luttes contre les grands projets inutiles ne sont pas justement un des appuis ou un des moments dans lesquels justement on a eu cette construction à la fois de résistance et d'alternatives, et donc qui pourrait aussi être un appui à la réflexion et à la façon de faire? Oui, je réponds rapidement. Oui, évidemment, d'ailleurs, dans les 10 propositions que présentait tout à l'heure Jean-Michel, il y a la présence d'une proposition qui vise à faciliter et voire aider les initiatives locales, créatives, qui sont en dehors des clous du système de fonctionnement économique ou politique habituel. Donc évidemment, la montée d'initiatives par le bas, locales, démocratiques si possible, c'est clairement des choses qui font partie à la fois de ce qu'on considère dans l'écologie politique comme des bonnes choses et qu'on essaye de défendre et pour lesquelles on essaye de plaider. J'ai encore plein de questions, si vous voulez. Alors, donc deux questions, alors peut-être un peu différentes, parce que là on a parlé du militantisme, etc. Deux questions qui sont beaucoup plus, on va dire, de fond, entre guillemets. D'une part, quelles pistes pour intégrer les évolutions du travail dans une logique économique, écologique qui remettent en cause la croissance? Et d'autre part, le changement climatique suscite beaucoup de préoccupations dans les pays européens. En revanche, les plus gros pollueurs, à savoir la Chine, la Russie, les États-Unis, semblent rester à l'écart. Êtes-vous d'accord avec ça, et quelle serait la solution ? Là encore, sur la question des solutions, on ne se sent pas du tout légitime. Avant donc de te passer le micro, sur la question du travail, c'est intéressant parce que, entre autres, on considère, et c'est aussi mon tropisme personnel d'analyse, puisque j'étudie les discours à propos de l'écologie, pour beaucoup, la lutte écologique, c'est une lutte culturelle. C'est un combat de conception du monde, de philosophie politique générale, et le travail est clairement central dans ces combats de vision du monde. Donc la question c'est qu'est-ce que c'est le travail ? Comment on considère le travail ? Est-ce que quand je fais ma vaisselle, est-ce que je travaille ? Est-ce que quand je fais mon jardin, je travaille ? Est-ce que quand je suis ici, je travaille ? Ou est-ce que je ne travaille que quand je suis impliqué dans un fonctionnement d'économie marchande ? Donc autour du travail, il y a beaucoup de réflexions qui se jouent, et sans doute une des plus intéressantes à mon avis, c'est d'essayer de sortir la conception du travail d'une conception uniquement marchande, et de penser des systèmes de coopération, des systèmes d'activité collective,
voilà, c'est ça qui se joue pour beaucoup autour du travail. C'est une question de définition, parce qu'on peut entendre dire, voilà, par exemple, les zadistes ne travaillent pas. C'est les gens qui ne travaillent pas et qui vivent. Mais non, c'est les gens qui font... Personne ne travaille pas. Tout le monde fait des choses. La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle travail? Si on appelle travail uniquement se lever tous les matins de 8h à 19h pour aller vendre des voitures à des gens qui n'en ont pas besoin, voilà, là, effectivement, c'est du travail. Mais voilà, il y a quelque chose qui se joue là-dessus. La deuxième question, c'était qu'est-ce qu'on fait avec les États-Unis? Alors, c'était comment construire un mouvement pour le climat en Chine. Je vais essayer d'être très rapide. Donc, juste pour vous dire qu'effectivement, la question du travail salarial et d'en sortir, c'est au cœur des propositions sur lesquelles travaillent les mouvements de la décroissance. Donc, il y a plein de choses qui se font et c'est à inventer. Sur quelle solution la réponse est commençons par faire ce qu'on peut faire, c'est-à-dire travaillons à notre échelle. Nous, on est chercheurs, on s'est dit on travaille en tant que chercheurs dans l'institution, qu'est-ce qu'on fait là où on en est, là où on est. Est-ce que je peux te couper parce qu'il y a vraiment une question qui est très liée à cette question-là. Ne pensez-vous pas que les chercheurs ont la responsabilité de se constituer en 5e pouvoir revendiquant un pouvoir politique et une instance politique dans l'espace démocratique? Oui, c'est ce qu'on fait, non? Pas de cette façon, mais parce que voilà, mais c'est très clairement, c'est, je pense, prendre nos responsabilités, c'est ça, voilà, à l'échelle de nos savoirs, on a des savoirs, on se trompe aussi, attention, alors là très clairement, mais en tout cas on a accès à des connaissances et on veut les partager, être moins bête déjà en les partageant entre nous, d'avoir des collègues d'autres disciplines. Et pour la réponse, oui, de dire est-ce que ça sert à rien parce que la Chine, les États-Unis, etc. Quand même, les Chinois, ils produisent pour qui? Ils produisent notamment pour nous. Il y a vraiment deux termes là qui reviennent aussi par rapport aux gilets jaunes qui reviennent. Il y a les politisation et invisibilisation. Le terme d'invisibilisation, c'est tout ce qui est invisibilisé, c'est des conséquences de nos actions, de quand on achète quelque chose, d'où ça vient. On est complètement dépossédé de savoir quel impact on a. Les accords de Paris quand même de 2015, ce sont des accords de réduction locale de CO2 qui ne prennent pas en compte toutes les émissions importées, ce qu'on appelle l'empreinte écologique. C'est absolument ridicule. Donc le travail justement de connaissance où on peut essayer d'apporter, et ça c'est essayer de s'approprier notre empreinte écologique et donc de dire avant d'accuser la Chine, si déjà on arrête de leur acheter des produits, ça va aller mieux. Mais donc ça passe par une décroissance radicale. Très clairement, la décroissance, c'est pas la récession, pour ceux qui ne savent pas, qui est le même système mais en moins, mais c'est un autre système qui est en modération énergétique. Et ça, c'était une question qu'on se posait avec Guillaume d'ailleurs, posée à Attac. Est-ce que très clairement, tout le monde à Attac est sorti de l'idéologie de la croissance? Parce que c'était quand même quelque chose qui a été partagé à droite et à gauche. Voilà, je lance ça pour le débat tout à l'heure. Bien, on va devoir s'arrêter pour ce temps, mais effectivement, alors, il y a quelques petites fiches que j'ai pas eu le temps d'évoquer, mais on se les garde de toute façon pour le dernier temps collectif qui croisera les trois tables rondes. Deux informations, la première très importante, il faut aller récupérer son ticket d'apéritif offert à la table là-bas où il y a des livres. Et deuxième information, on se retrouve dans 5-7 minutes pour la dernière table ronde. Merci. Ticket pour l'apéritif. Je répète, il y a un apéritif qui est offert et pour pouvoir en bénéficier, il faut un ticket qui... Voilà. Je t'en prie. Oui, bonjour. Vous savez peut-être qu'il y a à nouveau un rassemblement d'été à Notre-Dame-des-Landes pour lequel on a monté, les braves gens qui viennent de là-bas, on a monté des kilos de papier, on ne va pas les ramener, donc venez chercher des affiches, des flyers et des documents au fond. Merci beaucoup.